Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui nous écoutent depuis la première partie. Donc, pour cette seconde partie d'émission, alors nous restons en Orient et tout d'abord nous commencerons en Arménie. Ensuite, nous ferons un petit saut de puce dans la Géorgie voisine avec Marc Andronikov que nous avions déjà reçu dans ce studio il y a quelques années pour de belles émissions sur la Géorgie et son histoire. Et Marc Andronikov nous avait parlé de son livre qui était en cours de traduction, Tamar, roi et reine. Et donc c'est aujourd'hui chose faite, c'est traduit et publié. Donc je me suis régalé et je voulais vous en faire profiter, chers auditeurs. Mais avant de nous envoler pour la Géorgie de la reine Tamar, j'ai en ligne Myriam Tillier. Bonsoir Myriam. Bonsoir Benjamin. Donc vous êtes présidente de la Cimandre. Tout à fait, oui. Voilà, et donc qui est une société de production, et vous organisez un concert au profit de SOS Chrétien d'Orient, un concert de musique arménienne. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, pour ce qui est du concert, en effet, nous allons entendre de nombreux artistes qui sont tous arméniens, qui viendront le 8 février prochain à Paris nous délivrer un répertoire de chants sacrés et traditionnels du compositeur Komitas essentiellement. Alors que les auditeurs de Radio Courtoisie, en tout cas ceux qui suivent cette émission, sont sommés de connaître, puisqu'on a fait pratiquement une émission et demie avec Henri de Villiers consacrée à Komitas. Donc ce sera une bonne occasion d'entendre Komitas in situ. Voilà, c'est ça. Donc pour rappel, le révérend père Komitas, qui était musicologue, anthropologue également, a fait à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, un travail considérable consistant à recueillir les chants traditionnels en Arménie auprès des paysans notamment. Il les a ensuite sauvegardés, retranscrits et arrangés en polyphonie. Et nous aurons donc pendant ce concert 3 parties qui nous permettront de les découvrir sous différents aspects. La première partie sera interprétée par un chœur d'hommes. En seconde partie, nous aurons l'honneur d'avoir la présence de Gagik Mouradian, qui est l'équivalent d'un Jordi Savaï arménien, avec qui il a travaillé d'ailleurs. Il interprétera ses chants traditionnels sur un instrument à cordes qui s'appelle le kamancha, à la manière des troubadours du Moyen-Âge arménien. Et enfin, en troisième partie, nous aurons un trio de l'ensemble musical Vervési, qui présentera quelques mélodies marquées cette fois-ci par la sonorité assez mélancolique des doudouks, qui sont des instruments à vent. Et d'autre part, un chanteur lyrique, Arnaud Katcherian, interprétera des chants sacrés et populaires, dont une création contemporaine de 2017 sur un poème de Saint-Grégoire de Narek du Xe siècle, lui. Et cette création sera présentée en première mondiale lors de ce concert. Et d'ailleurs, si pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui soutiennent SOS Chrétien d'Orient et qui sont venus à certains de nos événements, c'était, je crois, l'an dernier, l'événement de janvier 2018, qui était à l'hôtel de la Légion d'honneur, Quai d'Orsay, et donc qui était au profit de l'école arménienne d'Alep, en présence de Monseigneur Mariati, donc l'archevêque arménien catholique d'Alep, et d'ailleurs au patronage du président Giscard d'Estaing, et on avait donc des doudouks qui ont animé, qui ont fait plusieurs intermèdes musicaux pendant la soirée. Donc voilà. Oui, vous avez déjà entendu ça. Alors moi j'attends les doudouks. Oui, vraiment c'est magnifique, et je pense que ce sera un très beau concert. Donc merci Myriam Tillier pour cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Cimandre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? Oui, nous avons là aussi des éléments culturels intéressants. Alors la Cimandre est une jeune société de production et qui a pour vocation de produire, de distribuer des contenus audio et visuels, de distribuer en français des films étrangers, de favoriser le travail de cinéastes et de permettre aussi à des artistes de se produire comme lors de ce concert.
On a aujourd'hui 2 projets en cours qui nous permettent de plonger également dans l'univers arménien, puisque notre directeur artistique, Atam Racho, est lui-même arménien, franco-arménien. Il est dessinateur et réalisateur de films d'animation en 2 dimensions. Et il termine actuellement un court-métrage animé qui est l'adaptation du livre de Lamentation de Saint Grégoire de Narek, moine, théologien, poète du haut Moyen-Âge arménien. Voilà, ce livre de Lamentation est un recueil de poèmes mystiques qui a une grande puissance chez les Arméniens, qui est devenu le livre le plus important de cette littérature, après la Bible, et auquel les Arméniens donnent un pouvoir thaumaturge également. Voilà pour un premier projet qui est en cours, qui est en post-production actuellement. Et puis il y a un second court-métrage qui nous ramène cette fois-ci en France, sur les traces de Sainte Jeanne d'Arc. C'est un projet en cours de préparation qui laisse de côté l'aspect purement historique de l'épopée pour mettre en avant la vision spirituelle et le merveilleux qui se dégage de la geste de Jeanne d'Arc, à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge, où le spirituel avait autant, sinon plus d'importance que le temporel. Et c'est un projet qui veut également être un hymne à la France des paysans et des villages qui vivaient au rythme de la nature, des saisons, en cherchant le lien charnel et spirituel qui les rattache au destin de Sainte Jeanne d'Arc. Voilà, et si ces projets vous intéressent, vous pouvez nous suivre sur notre nouvelle page Facebook qui s'appelle Production La Cimandre. Alors peut-être qu'un jour prochain, vous aurez un événement musical en lien avec la Géorgie, puisque la suite de cette émission, nous partons en Géorgie. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous redonner les informations pratiques pour ce concert du 8 février, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors, c'est un concert qui aura lieu le vendredi 8 février à 20h. Nous sommes accueillis par la mairie du 9e arrondissement de Paris. Voilà, dans la salle du conseil, et je tiens à remercier Madame le maire, donc Delphine Burkli, qui ouvre sa mairie toujours aussi généreusement à chaque fois que nous la sollicitons. Oui, tout à fait. Il faut également s'inscrire pour cet événement sur le lien internet wizevents.com/concert-de-musique-arménienne. Voilà, alors pas d'accent à arménienne, et je répète le lien www.weezevent, donc wizevent.com/concert-de-musique-arménienne sans accent. Et puis également, si vous voulez, vous pouvez téléphoner au secrétariat de SOS Chrétien d'Orient si vous n'avez pas Internet ou que vous ne savez pas faire, au 01 83 92 16 53, et nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires. Voilà, merci beaucoup Myriam Tillier pour cette présentation et puis surtout pour l'organisation de ce concert. Je pense que ça sera un très beau concert et c'est vraiment l'occasion de poursuivre la découverte de la musique arménienne à la suite des émissions qui sont en cours, donc en première partie de cette émission depuis quelques mois avec Henri de Villiers, et donc c'est vraiment une belle occasion. Et chers auditeurs, je vous invite à vous y rendre très nombreux. Merci beaucoup Myriam Tillier, à bientôt. Je vous remercie et merci pour ce partenariat avec SOS Chrétien d'Orient. À très bientôt. Avec grand plaisir. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Dans cette seconde partie d'émission, donc après l'Arménie, nous partons en Géorgie avec Marc Andronikov. Donc bonsoir Marc. Bonsoir Benjamin. Donc vous êtes écrivain et vous nous l'aviez promis, donc le voilà. Voici votre Tamar Roy-Eren traduit
traduit en français? Alors non, il a été écrit en français. Écrit en français. Et quand nous sommes vus, avions enregistré la précédente émission, il venait de paraître en traduction russe en Russie. D'accord, mais il n'était pas paru en français. Il n'était pas paru en français. Voilà. Alors donc là, il est paru aux éditions Apostolia. Et donc vous me l'avez très gentiment envoyé. Et je dois avouer que je me suis régalé à sa lecture et je vous ai écrit immédiatement depuis l'Éthiopie. Alors il y a certains points communs puisque alors je ne vais pas parler de foi, mais du point de vue l'illustration de la 4e de couverture est un monastère troglodyte. Je pense que c'est David Garrett. Non, c'est Vardia. D'accord, bon, autant pour moi. Non, mais c'est intéressant. Vardia, pourquoi on l'a choisi? Parce que Vardia a été développé par Tamar, donc l'héroïne du roman. D'accord, oui, il y a des chapitres importants consacrés à ce monastère, à la construction de ce monastère. Mais alors ça, je n'y étais pas allé, malheureusement. Et alors c'est vrai qu'en Éthiopie, on retrouve aussi ces églises rupestres dans la montagne. Alors parfois, il y avait des pensées qui volaient de la Géorgie à l'Éthiopie. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, pour nous parler de la reine Tamar. Alors, lorsque nous avions évoqué l'histoire de la Géorgie, la reine Tamar avait occupé une part non négligeable de l'émission et je pense que c'est au-delà de l'intérêt littéraire, c'est vraiment très important et intéressant de revenir plus longuement sur ce règne de la reine Tamar qui fut en fait l'apogée de la Géorgie. L'apogée, absolument, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la Géorgie, qui est entamé probablement avec son arrière-grand-père David IV, le reconstructeur, et qui se termine malheureusement avec les descendants de Tamar, ses enfants, avec lesquels s'arrête l'âge d'or de la Géorgie. Donc il y a une centaine d'années, sur 4-5 générations de souverains, c'est vraiment l'âge d'or de la Géorgie sur laquelle les Géorgiens reviennent toujours et qui est le fondement de leur pensée historique, politique. Alors pourquoi est-ce que ça a été l'âge d'or? Est-ce que c'est surtout en raison de cette unité qui Oui, il y a beaucoup d'explications. Donc, d'abord, il y a une succession de souverains remarquables qui permettent, d'une part, David IV, le reconstructeur, donc l'arrière-grand-père de Tamar, il reconquiert le pays qui était à l'époque morcelé et occupé par différentes puissances musulmanes, donc les Perses, les Turcs, les Arabes. Et petit à petit, en partant du centre de la Géorgie, en formant une armée royale, qui n'existait pas avant lui. Avant, c'était le régime féodal, c'est-à-dire que le roi appelait les féodaux à l'aider. Là, il forge une armée royale d'élite qui lui est dévouée. Et petit à petit, il reconquiert pas à pas tout le pays. Donc, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et donc, sous sa férule, il unifie le pays qui redevient à ce moment-là chrétien. Et il a des enfants des descendants qui continuent son œuvre. Et donc, cette unification du pays sous un même sceptre permet au pays de se redévelopper, car il était jusqu'alors quand même morcelé et sous le joug de différentes puissances hostiles. Alors, votre livre est une succession en fait un enchevêtrement de livres, de 2 récits. C'est ça. L'un de la princesse Irène de Comnène, de Byzance. Ouais. De Byzance, et l'autre d'un jeune homme géorgien qui est page, qui devient page, oui, c'est ça. Puis plein d'autres choses, puis grand ingénieur, etc. À la cour. Est-ce que ce personnage a existé ou alors lui, il est sorti de votre imagination? Alors, tous les personnages du roman dont il y a un nom de famille sont authentiques. Donc, dès qu'il y a un nom de famille dans le roman, le personnage est authentique et a agi comme il est présenté. Donc, le deuxième narrateur du roman s'appelle Grigol. Lui n'a pas de nom de famille, donc c'est un personnage inventé
Mais disons qu'il se transforme à la fin en un personnage réel. L'auteur. Voilà, mais ça reste un petit coup de. On va pas dévoiler on va pas spoiler le roman. C'est le petit côté qui amuse les Géorgiens quand ils lisent ce livre, quand ils l'ont lu en russe, parce qu'il a été donc traduit en russe il y a quelques années. Et les Géorgiens lisent quand même encore le russe. Et ils ont donc été amusés par ces petits développements et ces petits coups de théâtre que j'amène dans le roman. Vous savez, Tamar, c'est une reine, donc le personnage le plus célèbre de toute l'histoire géorgienne. Son temps, c'est comme le temps de Louis XIV, c'est vraiment l'âge d'or des lettres, de la civilisation géorgienne, les lettres, l'orfèvrerie, l'artisanat, enfin tout se développe pendant son temps, c'est vraiment un apogée. Donc c'est un personnage qui est sacré aussi bien dans l'imaginaire géorgien, et elle a été canonisée par l'Église orthodoxe. Donc c'est difficile d'écrire en son nom. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti de la présenter à travers les yeux de deux narrateurs. Un premier narrateur qui est une narratrice, donc Irène, un personnage réel, qui arrive à la cour de Géorgie en tant que réfugiée. Parce que c'est la fille de l'empereur Andronique qui a été déposée, renversée par les anges de triste mémoire, si on vous en croit, mais absolument. Si on se renseigne un petit peu, ça semble assez confirmé. Ça n'a pas été la plus grande dynastie. C'était épouvantable, c'était abominable. Voilà. Donc le roman se passe à un temps où il y a beaucoup de bouleversements à Byzance. La Géorgie était assez liée à Byzance depuis toujours, en fait, depuis très longtemps. Pendant longtemps, au 8e, 9e siècle, Byzance avait une emprise sur toute la partie occidentale de la Géorgie. Et les liens se sont maintenus ensuite. C'était la même religion, ils avaient des liens culturels, civilisationnels, si vous voulez. Et Irène est alliée, est une cousine de la reine Tamar. Donc elle arrive à la cour de Tamar en tant que réfugiée, parce que son père a été torturé et massacré. Son père, qui était l'empereur Andronique, a été tué. Donc elle se réfugie à la cour de Tamar. Et donc c'est l'une des narratrices du roman, et donc on voit Tamar à travers ses yeux, à elle, de sa cousine en fait. Ouais, et en fait c'est un parallèle. D'un côté c'est l'apogée du royaume de Géorgie, et de l'autre c'est l'effondrement de l'empire romain de Byzance. Exactement. Puisque l'empire disparaît complètement à un moment avec les anges qui livrent complètement Constantinople aux croisés, c'est cela, aux Francs, et d'ailleurs on voit, c'est à ce moment-là que l'empire se morcelle, et notamment des Comnènes qui recréent un empire sur les bords de la mer Noire à Trébizonde. C'est ça, donc Tamar a une vision tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment où l'empire s'effondrait à Constantinople, elle parvient à recréer une petite poche de civilisation byzantine sur son bord occidental, sur la mer Noire, donc avec la ville de Trébizonde qui se développe et qui devient l'empire de Trébizonde, qui donc est tenu par les descendants des Comnènes, les descendants d'Andronique Comnène, qui avaient été renversés donc quelques années plus tôt, et dont les petits-enfants sont placés par Tamar à la tête de Trébizonde, et qui va rayonner en fait pendant 200 ans encore sur les bords de la mer Noire. Alors c'est très intéressant parce que quand on étudie de loin, mais quand on regarde les cartes et l'évolution de l'empire romain de Constantinople, on se demande toujours comment apparaît cet empire à Trébizonde, ce détachement en fait de l'empire. Oui. Et en fait, j'ai compris en lisant votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'arrivée au pouvoir de Tamar, parce que c'était la première fois qu'il y avait une reine régnante et non pas consort sur le trône de Géorgie. Oui, c'est une première fois, absolument. Donc, le problème du père de Tamar, donc le petit-fils de David, c'est qu'il, pendant longtemps, il n'a pas eu de descendants. Et donc, vous savez, dans un régime monarchique, c'est quand même difficile, surtout que c'était une période de grande instabilité politique. Il y avait des grandes familles princières géorgiennes qui étaient toujours à l'affût de reprendre un peu du pouvoir qui avait été grignoté par les rois. Et donc, longtemps, le père de Tamar, Georges III, n'a pas eu de descendants. Et puis, lorsqu'il a eu un enfant, ça a été une fille. Donc, ça ne faisait pas trop l'affaire il n'y avait pas d'antécédents de femmes à la tête du royaume, sauf en tant que femme du roi. Et donc, Georges, son père, a eu l'idée de couronner sa fille
en tant que co-reine, co-roi en fait, comme il l'a associé au trône, comme ça se faisait parfois, mais il l'a associé donc une fille au trône, ce qui était tout à fait étonnant déjà. Lorsqu'elle avait environ... Oui, on le voit, les Capétiens faisaient régulièrement ça, de couronner leur fils de leur vivant. C'était leur fils, voilà. Mais là, c'était une fille, donc c'était aussi un peu spécial. Et donc, quand elle a eu à peu près 12 ans, il l'a associée au trône, en tant que co-roi, justement, pour asseoir sa légitimité de souverain. Et puis, peu de temps après, il est mort. Et donc, quand elle a eu à peu près 15 ou 16 ans, elle s'est retrouvée toute seule à la tête du royaume. Et là, ça s'est mal passé, parce qu'évidemment, tous les grands du royaume ont voulu reprendre la mettre un peu de côté et reprendre un peu des pouvoirs. Et donc, elle a dû lutter au début de son accession au pouvoir seule contre les grands du royaume. Et je le décris un peu au début du roman, ça s'est pas fait facilement. Et ça s'est fait avec des arguments de femme et de quelqu'un qui va devenir sainte après. Donc des arguments d'amour, en fait, principalement. Oui, il y a beaucoup d'intelligence, sans massacre. C'est ça, exactement. Oui, ça s'est pas fait par la force. C'est ça. Donc c'est un peu miraculeux. Donc c'est un peu l'intelligence féminine, l'intelligence peut-être de quelqu'un qui allait devenir sainte après. Donc c'est un peu l'amour pour son pays et pour les grands qui a fait qu'elle n'a pas ni cherché à se venger ni cherché justement à utiliser la force parce qu'elle aurait perdu. Et donc elle a gagné par l'intelligence. Et alors au début de votre ouvrage, on voit également que donc après qu'elle a assis son pouvoir, un concile est convoqué. Oui, alors pourquoi qu'est-ce qui se assez régulièrement, déjà son arrière-grand-père David avait convoqué un concile. Je crois que son père aussi avait convoqué un concile, et elle-même, au tout début de son règne, donc dès qu'elle assoit son pouvoir, elle convoque un concile. Donc c'est l'une des premières choses que font les princes régnants, enfin les monarques, parce que l'Église était à chaque fois assez, disons, prise dans des relations et dans des forces un peu centrifuges avec l'Arménie au sud, qui est monophysite, alors que la Géorgie était, disons, orthodoxe. Donc il faut expliquer peut-être ce que c'est que le monophysisme. Donc l'Arménie, qui est très ancienne, avait une tradition depuis le IVe siècle de monophysisme. On n'avait pas accepté le concile de Chalcédoine, le concile œcuménique de Chalcédoine, qui dit que le Jésus-Christ est Dieu et homme. C'est ce qu'a défini le concile de Chalcédoine. Donc la double nature du Christ. Donc pour ceux qui suivent la première partie de l'émission, ça a été bien expliqué sans doute. Oui, alors avec un point de vue un peu différent, puisque pour Henri de Villiers, ils sont plus biaphysites que monophysites. Bon, alors là, ça c'est des querelles de terminologie et peut-être d'experts, mais en gros c'est ça, c'est la double nature du Christ, Dieu et homme, qu'a affirmé le concile de Chalcédoine, que n'ont pas accepté les monophysites qui considèrent que le Christ n'est que Dieu, en fait, avec finalement une apparence d'homme. Donc la Géorgie, tout le sud de la Géorgie, bien au contact de l'Arménie, avait un peu cette influence monophysite qui était très forte. Et donc il y avait des prêtres qui peut-être, ou même des évêchés, qui étaient peut-être sous cette influence-là. Le nord était au contact avec les païens. C'était pas encore les musulmans, mais il y avait beaucoup de paganisme dans tout le nord du Caucase. Et donc là aussi, il y avait des dérives, disons, de pratiques théologiques en lien avec le paganisme qui faisaient éclater un peu l'Église. Et puis, il y avait des affaires de mœurs récurrentes. Et tout ça, il fallait l'aplanir, l'assagir. Il y avait aussi des conflits de pouvoir entre ceux qui soutenaient plutôt le monarque et ceux qui soutenaient plutôt les grands du royaume. Et donc il fallait tout mettre à plat. Et le patriarche s'est déposé notamment. Voilà, le patriarche qui avait plutôt soutenu Tamar a été déposé à ce moment-là, et un autre patriarche a été... C'est assez paradoxal. Oui, mais bon, on l'a déposé je crois sur une affaire de mœurs, mais les chroniques géorgiennes ne s'étendent pas sur les causes de sa déposition, qui était probablement une cause un peu mêlée. Tamar a dû faire des concessions pour son arrivée au pouvoir, en donnant des concessions aux grands dont elle a limité le pouvoir. Il a fallu qu'elle laisse des choses. Alors très vite se pose la question de son mariage, puisqu'il faut assurer une descendance. Et alors le premier mariage n'est pas un succès, c'est loin qu'on puisse dire. Tamar, c'est clair, n'avait pas très envie de se marier. Donc, mais elle savait qu'elle devait avoir une descendance pour éviter de nouveau des guerres civiles, car à chaque fois les Géorgiens étaient toujours prêts à faire des guerres civiles.
Et il fallait absolument asseoir sa descendance. Et donc, les 2 premières années de son règne, c'était vraiment la chasse, la recherche d'un prétendant et de quelqu'un qu'elle pourrait épouser. Donc, il y a eu plein de prétendants qui sont venus, lui apportant plein de cadeaux. Et puis finalement, donc elle n'en voulait pas. Et notamment des empires musulmans voisins, bien de sûr. Perses, arabes, turcs. Tout à fait. Et ce qui se fera beaucoup après, d'ailleurs, lors de la décadence un peu de la Géorgie, souvent les souverains ou les enfants des souverains seront mariés avec des musulmans qui sont prégnants tout autour. Donc là, elle refuse. Et finalement, par différentes possibilités, on lui trouve un mari potentiel qui est un prince russe, lui-même exilé dans le Caucase du Nord, parce que sa mère venait de là. Son père avait été tué. Son père était le grand prince André Bogolyubski, donc le prince de Vladimir et Souzdal, qui à l'époque était très fort. D'ailleurs, entre parenthèses, le premier prince russe qui a eu l'idée d'unifier toutes les principautés russes sous un même sceptre, et une des raisons pour lesquelles il avait été tué d'ailleurs par sa garde. Et donc son fils s'enfuit dans le Caucase, dans la famille de sa mère. Et donc, on apprend à Tiflis, Tbilissi, qu'il y a ce prince russe, donc orthodoxe, donc de la même foi, qui est là, pas loin, dans une tribu qui est proche des Géorgiens. Et donc, on le fait venir, et donc Tamar accepte de se marier avec lui. Le mariage est malheureux, et au bout de 2 ans, donc la chronique dit que parce qu'il avait une vie dissolue et débauchée, elle le répudie. Et donc ça, c'était fort aussi. Et qu'en plus, on a l'impression que le mariage n'est même pas réel, en fait. Qu'il n'est même pas... Ça, on ne sait pas. Ils n'ont pas eu d'enfant. Voilà, donc, mais ça n'a pas été invoqué, ça n'a pas été une des causes. Non, pas du tout. C'était la débauche la cause invoquée, c'était la débauche du roi, en fait. Donc en se mariant avec la reine Tamar, qui, dans les chroniques géorgiennes, est appelée le roi Tamar, parce qu'elle règne en son nom propre. C'est pour ça que le titre du roman s'appelle Roi et Reine, parce qu'elle est reine parce que c'est une femme, mais elle est roi parce que c'est elle le souverain régnant. Et donc son mari, donc le roi consort, en fait, et donc elle le répudie. Donc ça aussi, c'est assez fort qu'une femme répudie son mari, et c'est pas très connu. Les Géorgiens lui en ont, enfin, disons qu'après on lui en a un petit peu voulu d'avoir été marié 2 fois, mais c'est comme ça, c'est ce qui a permis à la dynastie de se poursuivre et la Géorgie de continuer. Et donc ensuite il n'aura de cesse de de reprendre le pouvoir, de lui causer des soucis. Donc elle très magnanimement, elle le couvre de cadeaux, elle le laisse partir où il veut finalement. Et lui, à 2 reprises, il s'allie avec des ennemis de la Géorgie en se considérant spolié. Et bien entendu, avec des soutiens locaux de gens qui veulent reprendre le pouvoir par rapport au pouvoir royal. Et donc, il y a de nouveau des guerres civiles très dures que Tamar a failli perdre. Et c'est grâce aussi à son intelligence, sa stratégie, son entourage qui était tout à fait remarquable. Son entourage qui n'a pas trahi, parce qu'il y a des entourages qui ont trahi, mais l'entourage qui lui est resté fidèle était tout à fait remarquable. Et son deuxième mari, donc, qui a dû lutter, qui était tout à fait remarquable aussi. Un grand soldat. Un grand soldat, et aussi lettré. Et à l'époque, il fallait à la fois être lettré et homme de guerre, ce qui était tout à fait extraordinaire. Et donc, elle a pu, de nouveau, les 2 fois qu'il avait pris les armes, le vaincre. Et à partir de ce moment-là, donc, il n'y avait plus de possibilité de prétention de la renverser ou de limiter son pouvoir. Alors, dans votre ouvrage, on voit que non seulement la reine ou le roi Tamar est unificateur et pacificateur du pays, mais également un grand constructeur. Et on est emmené alors on a vraiment l'impression d'y être avec de très belles descriptions dans ces villes, dans ces monastères qui ont été bâtis ou agrandis par Tamar. Est-ce que la plupart, qu'est-ce qui leur reste dans la Géorgie d'aujourd'hui? Est-ce que quand on visite la Géorgie, beaucoup de choses qu'on voit sont dues à Tamar? Alors, oui, alors déjà Vardia, donc qui avait été imaginé par son père, Georges, a été complètement développé par Tamar. Donc c'était extraordinaire, c'était un monastère donc troglodytique énorme. Dans une énorme montagne. Malheureusement, 50 ans après la mort de Tamar, il y a eu un tremblement de terre qui a fait s'effondrer ce monastère.
Mais c'était tout à fait extraordinaire. C'était énorme. Il y avait... C'est-à-dire s'effondrer, parce que sur la photo, on voit qu'il en reste une... Oui, mais il y a toute la partie antérieure s'est effondrée, en fait. Donc, en fait, les moines ont continué à y habiter, enfin, à y vivre et à prier. Mais déjà, toute la partie antérieure était effondrée. Donc, voilà. Donc en fait tout ce qui donne vers la vallée, vers le lecteur, vers la vallée, est tombé et donc les caves se sont retrouvées à nu en fait. C'est ça. Voilà. Mur, et donc du coup les moines sont un petit peu enfoncés davantage dans les caves. Et le monastère est toujours habité ? Alors. Pendant la période soviétique, il a été complètement désaffecté et depuis les années 90, il y a quelques moines qui se sont réinstallés et donc c'est partagé entre une partie monastique et une partie musée en fait. Il y a eu malheureusement, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, un incendie à l'intérieur de l'église. Donc dans l'église de ce monastère, il y a une fresque. Donc l'église est à gauche, c'est ça ? C'est ça, oui. Dans cette église, il y a une fresque qui a été peinte du temps de Tamar, donc je le raconte dans le livre. On sait qui l'a peinte, etc. Donc le nom qui est indiqué est exact. Donc une fresque, quand elle était assez jeune, peinte de son vivant. Donc il y a quatre représentations dans des fresques d'église du vivant, qui ont été faites du vivant de Tamar, qui nous sont parvenues. Donc l'une de ces fresques est dans ce monastère, et dont une partie était un petit peu une partie de l'église s'était un petit peu effondrée au moment du tremblement de terre, mais il restait quand même toute la partie, le chœur, le sanctuaire restait. Et malheureusement, il y a 1 an, il y a eu un incendie à l'intérieur, et donc il y a eu des discussions de savoir s'il fallait continuer des célébrations liturgiques dans cette église, ou la considérer vraiment comme un musée. Donc le Vardia, actuellement, il y a un petit peu de quelques moines et c'est surtout un musée. Et donc finalement, l'église a été transformée en musée ou elle est restée ? Je pense que c'est resté un petit peu pour la célébration quand même. D'accord. Et par exemple, la cathédrale de Mshreta. Oui, non, ça c'est très ancien. Elle n'a pas changé. Hein, non, c'est toujours la même. Ça c'est beaucoup bien antérieur à Tamar. C'est là qu'on couronnait les rois. C'est vraiment le Reims de la Géorgie. Donc c'est Mshreta, c'est la capitale antique de la Géorgie. C'est l'un des aïeux de Tamar. Qui a transporté la capitale de Mshreta, qui était la capitale historique, à Tbilissi. Et donc est resté le cœur finalement spirituel était resté à Mshreta. Et alors également, il y a eu de grands travaux sous le règne de Tamar. Alors énormément de travaux, voilà, parce que donc le pays était complètement pacifié à l'intérieur. Les guerres n'étaient que à la périphérie, à partir du moment où la guerre civile interne était résolue. Donc les guerres étant purement à la périphérie, eh bien l'intérieur peut se développer. Et donc donc il y a un essor extraordinaire économique de la Géorgie à ce moment-là. Le commerce, l'artisanat, enfin tout ce que vous voulez, la construction ou l'embellissement d'églises. Tamar fait construire des canaux, elle fait construire des irrigations, se développent les moulins à eau dans beaucoup d'endroits du pays. Donc c'est vraiment un essor économique dans tous les sens. Et c'est un essor également culturel, intellectuel, puisque qui dit construction de monastère dit une grande production intellectuelle. C'est l'âge d'or de la Géorgie, aussi pour tout ce qui est la production des arts. Les plus grands poètes de la Géorgie sont de cette période. Les poèmes que vous voyez dans le livre sont des poèmes de l'époque. Oui, ils ne sont pas de vous. Il y en a un petit de moi. D'accord. mais qui est mélangé là-dedans, mais sinon tous les grands poèmes. Oui, ils sont magnifiques d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une occasion de découvrir la poésie géorgienne. Et vraiment remarquable. On donne les épitaphes de l'époque, etc. Donc les plus grands poètes sont à cette époque-là. Les plus grands artisans vous savez, la Géorgie est très connue pour ses émaux qui sont magnifiques. Donc il y a de très grandes productions d'émaux qui rivalisent et à ce moment-là sont plus beaux que ceux de Byzance. Donc c'est vraiment l'âge d'or dans toutes ces composantes. Est-ce qu'il y a eu une volonté de convertir les provinces musulmanes, puisqu'on voit dans le sud-est notamment, il y a quelques provinces qu'elle a conquises ou qui étaient conquises par ses aïeux, ses ancêtres qui sont musulmanes ou est-ce qu'on alors non. Alors le principe, ce qui est vraiment attesté par tout le monde au moment du règne de Tamar, c'est qu'elle laisse vivre les gens comme ils veulent. Voilà.
Voilà. Et donc c'est la paix partout. Et donc le plus grand poète de Géorgie de l'époque, qui est Shota Rustaveli, dont les poèmes sont encore récités dans les écoles et par tout le monde actuellement encore. À la fin de son poème, qui est un grand poème épique énorme, et donc à la fin, qui est à la gloire de Tamar aussi, entre autres. Oui, d'ailleurs, on voit des rues ou des bien places sûr, Rustaveli, bien sûr, c'est en Géorgie, c'est ça, c'est le grand poète, donc qui est contemporain de Tamar aussi, vous voyez, qui lui dédie sa grande œuvre. Et on voit à la fin, dans un de ses quatrains, il écrit que à cette époque, le loup et la brebis paissent sur sont sur le même territoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde vit en paix, en fait, comme une sorte de paradis retrouvé. Et donc justement, il y a aussi des grandes conquêtes territoriales qui sont faites sous ce règne, qui a duré combien de temps ? Écoutez, elle monte sur le trône seule en 1185 et elle meurt en 1203. Donc c'est un règne assez long. Disons, elle meurt assez jeune, parce qu'elle monte sur le trône jeune. Donc 1185, 1203. D'accord, donc voilà. 28 ans, c'est ça, ce qui c'est un long règne, mais pas très long non plus. C'est ça. Entouré de gens très efficaces, jeunes et très efficaces. Et je pense que l'un des problèmes de son fils, c'est qu'il garde la même équipe de gens qui ont vieilli un peu, et donc ne peuvent plus peut-être faire face aux nouveaux défis qui se posent. Mais en tout cas, elle a des gens très jeunes, très dynamiques, très dévoués, très efficaces. Et donc, il repousse, si vous voulez, les confins, les frontières. Et donc, sous son règne, donc la Géorgie va de la mer Noire à la mer Caspienne. En entier, si vous voulez. Donc c'est plus grand que la Géorgie actuelle, oui. Ça empiète sur une partie, ce qui est l'Azerbaïdjan actuel. Oui, la frontière nord reste sur la même. Non, elle a la Prasie aussi, qui est maintenant un peu détachée. Oui, voilà. Qui officiellement est toujours... Ça, voilà. Mais donc c'est limité naturellement par le Caucase, donc c'est difficile d'aller au-delà. Et au sud, elle fait des incursions, si vous voulez, elle fait des incursions dans le sud, et si ça n'appartient pas directement à la couronne, c'est sous le régime de la vassalité, c'est-à-dire des gens qui lui payent tribut. D'accord. Voilà. Et donc au sud, par contre, ça déborde largement les frontières de la Turquie actuelle, oui, bien sûr. Est-ce que c'était la plus grande extension territoriale de la Géorgie ? Oui, c'était à ce moment-là. Oui. Et alors ensuite, que se passe-t-il ? Donc son fils... alors ça, malheureusement, il faut en parler, malheureusement. Donc ça, c'est un peu la descente. Son fils, donc Tamar, a eu 2 enfants, assez difficilement aussi d'ailleurs, ça n'a pas été facile. Donc l'une des premières fois où elle a dû combattre son premier mari, c'est quand elle n'avait pas d'enfant. Donc justement... les grands du royaume en fait avaient pris ce prétexte pour dire voilà, elle n'a pas d'enfant, il faut qu'un roi vienne pour nous aider, etc. Bon, mais elle a fini par avoir 2 enfants, un garçon, l'aîné, qui s'appelait Georges aussi, comme le père de Tamar, donc le grand-père du garçon, qui a été appelé Georges l'Achat, c'est-à-dire Georges le Brillant, et une fille, Roussoudane, comme la mère la tante de Tamar. Et les 2 ont régné. Donc Georges l'Achat, le brillant, a continué le règne de sa mère. Il était très brillant, mais très emporté. Et donc c'est là, et il a dû se battre contre les Mongols qui arrivent à ce moment-là. Donc j'en parle pas dans le livre parce que le livre s'arrête avec Tamar. J'avais pas envie de parler un peu de la chute de ce royaume, de cet empire. C'est un peu un empire parce qu'il englobe des territoires un peu différents, des pays différents. Donc avec son fils, Georges l'Achat, commence le déclin de la Géorgie, et qui commence par les défaites face aux Mongols qui commencent à arriver. Et il réussit à vaincre les Mongols, à sauver le pays, non ? Alors il arrive, disons qu'il perd les batailles, mais il n'y a pas de grande guerre. Donc ce sont des échauffourées, des escarmouches qu'il perd, mais le pays reste non touché à ce moment-là. C'est un peu plus tard que lors d'une deuxième incursion mongole, là, c'est pas les Mongols qui vont déferler sur le pays, ce sont des Arabes poussés par les Mongols, en fait. Et qui, à ce moment-là... Et là, ça sera sous la reine Rousoudan. C'est ça, exactement, tout à fait. Et donc, sous la reine Rousoudan, le pays devient vassal d'une tribu arabe ? Oui, le pays se partage entre la partie orientale, qui devient sous la coupe arabe, à ce moment-là, et la partie occidentale
qui reste indépendante sous le règne de Roussoudan, le deuxième enfant de Tamar. Et donc la dynastie des Bagration va perdurer pendant tout le temps, tout le temps, jusqu'à l'Empire russe. Jusqu'à l'Empire russe, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des descendants. Oui, il y a des Bagration bien sûr, mais qui sont un peu dispersés, un peu partout. Il y a des Bagration. Il y en avait pas mal en Espagne, un peu en Amérique. Et est-ce qu'il y a un courant monarchiste Non, pas qui se sentent. Je dirais malheureusement, mais non, actuellement non. D'accord. Et alors à la fin, bien sûr, arrive la mort de la reine. Alors déjà, est-ce qu'on sait de quoi elle est morte? Non, on ne sait pas très bien. On sait qu'elle a beaucoup souffert, que ça a été difficile, une mort difficile. On ne sait pas très bien de quoi elle a souffert. Il y a différentes hypothèses. J'en ai pris une. Voilà. Donc il n'y a pas de. Est-ce que dans les hypothèses, elle aurait été empoisonnée ou je ne pense pas, quelque chose non. Et alors, au sujet de sa tombe, j'ai trouvé ça très, très touchant, très intéressant. Ouais. C'est ça. Alors, sa tombe est restée jusqu'à présent. Hein, on ne sait pas où elle est. Donc, il y a plein d'hypothèses qui ont été émises pour savoir où elle était. L'hypothèse principale a été que sa dépouille ait été emmenée par son fils Georges à Jérusalem. Elle aurait dit qu'elle voulait être enterrée à Jérusalem et donc son fils aurait emmené sa dépouille à Jérusalem, mais ce n'est pas vérifié. D'autres hypothèses sont qu'elle est enterrée quelque part dans les montagnes géorgiennes, donc c'est un mystère archéologique pour l'instant, et donc tout le monde se demande où est cette tombe, et régulièrement on lit, tiens, on a peut-être trouvé, récemment encore, il y a quelques mois, on a dit, tiens, on a peut-être trouvé la tombe de Tamar dans les montagnes géorgiennes, mais on ne sait pas du tout. Oui, parce qu'elle dit qu'elle... alors, je ne sais pas si c'est attesté ou si c'est le roman. C'est le roman. C'est le roman, oui. Mais c'est intéressant parce dans le roman, elle dit que elle ne souhaite pas un grand mausolée, etc. et ne souhaite pas que sa tombe soit profanée. Vous savez, c'est ce que je dis, c'est ce que je lui fais dire. Mais son arrière-grand-père David, qui a aussi été canonisé par par les Géorgiens, donc le reconstructeur, celui par lequel l'âge d'or commence, et il avait décidé de se faire enterrer sous une simple tombe, sous une simple pierre, à l'entrée de l'église de Galati. Galati, c'était une sorte d'université qu'il avait fondée à l'ouest de la Géorgie, donc David, le reconstructeur. Il avait fondé une grande académie, une sorte d'université à Galati, à l'ouest de la Géorgie, et il avait décidé de se faire enterrer à l'entrée de l'église pour que chacun qui entre dans l'église marche sur sa tombe, vous voyez, qu'en signe d'humilité. Donc c'est assez logique que Tamar ait voulu aussi rester un peu discrète pour sa tombe. Et finalement, si on compare à d'autres qui avaient des envies de tombeaux gigantesques, c'était peut-être le plus malin pour que la tombe reste non profanée, c'est vrai notamment en Égypte, il faut mettre 4000 ans ou 5000 ans pour oui, voilà, c'est tombe, ça. De se dire tous les efforts qu'ont pu faire ces rois pour avoir des tombeaux inviolables, et finalement, maintenant, ça attire le monde entier pour venir visiter leur tombeau. Ça, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur peut-être le renouveau spirituel ou le développement spirituel de la Géorgie à cette époque sous ces grands rois, Tamar et ses prédécesseurs? Bien sûr. Alors Tamar a énormément favorisé l'Église. Il y avait un monastère géorgien qui était au Mont Athos qu'elle a largement financé. Qui existe toujours? Alors, qui existe toujours, mais qui n'est plus géorgien, qui est passé au grec, en fait. Non, les Géorgiens lorsque la Géorgie n'avait plus de force, disons, vive pour le subvenir à ce monastère, ils ne pouvaient plus envoyer de moines là-bas. Donc ça a été récupéré par les Grecs il y a déjà pas mal d'années, quelques siècles. Donc maintenant, c'est devenu un monastère grec. Les Géorgiens le revendiquent ou pas? Un peu, de temps en temps. Mais il faut avoir les forces de... Vous savez, il faut soutenir les monastères. Donc... il y avait un autre monastère qu'elle subventionnait beaucoup en Bulgarie, qui avait été fondé par un Géorgien aussi. Donc ça, c'était les monastères, disons les grands monastères à l'extérieur de la Géorgie. Il y avait un autre grand monastère qu'elle subventionnait à Jérusalem, dont je parle dans le roman, qui a eu un rôle important. Il y en avait même deux, je crois, à Jérusalem. Est-ce qu'il y en a encore? Non. Alors, mais ils sont plus géorgiens. D'accord. Voilà, il n'y a plus de monastère géorgien à l'extérieur. Non. Alors dans le pays, bien entendu, donc elle donnait beaucoup d'argent au monastère, enfin les aidait beaucoup. Donc Vardia, elle l'a construit entièrement, puis toutes les autres églises, les autres monastères, elle les favorisait. Et
voilà, comme on a dit, au début de son règne, il y a eu un concile pour mettre à plat toutes les difficultés, et donc ça a redonné un essor à toute la spiritualité dans le pays. Et quels étaient les liens entre Constantinople, les liens religieux entre Constantinople et la Géorgie? Est-ce que l'Église géorgienne était déjà autocéphale? Oui, alors l'autocéphalie de l'Église géorgienne avait été donnée il y a très longtemps par l'Église d'Antioche. Ah oui, donc c'est un démembrement d'Antioche et pas de Constantinople. C'est ça, exactement. Donc l'Église de Géorgie avait été fondée par donc Saint Nino, qui venait de Cappadoce, qui dépendait d'Antioche, et donc les hiérarques de Géorgie dépendaient d'Antioche, jusqu'à ce qu'ils demandent leur autocéphalie, et ils sont devenus autocéphales il y a fort longtemps, à partir d'Antioche. Et c'est d'ailleurs le seul démembrement de l'église d'Antioche. Voilà, je pense. Ça, vous devez mieux savoir que moi, je sais pas. Et comme c'était la même sphère orthodoxe, donc ils étaient en communion, si vous voulez, avec Byzance, qui étaient avec lesquels ils partageaient beaucoup de liens, soit politiques, soit culturels, disons. Et donc, malgré les invasions, les occupations, et notamment musulmanes, l'Église de Géorgie a toujours réussi à survivre. Oui, elle a toujours survécu. Sur son sol. Sur son sol, absolument. Alors, les monastères étaient des lieux de refuge, les églises aussi. Il y avait toujours des passages secrets pour que les gens puissent se cacher au moment des razzias musulmanes. Vardia avait été fortifié, c'est-à-dire qu'il y avait des portes qui fermaient complètement l'entrée et les gens pouvaient comme en Cappadoce en fait, pouvaient se cacher à l'intérieur, dans la montagne. C'était pas facile à prendre. Et beaucoup d'églises étaient cachées. Donc il y a même des églises qui s'appellent l'église cachée en Géorgie, justement pour que. Et puis donc l'église a survécu. Donc il y a un peu une décadence des arts mais l'église a survécu. Et donc elle est restée autocéphale jusqu'à l'annexion russe. Et lorsque les Russes sont venus annexer la Géorgie, je dirais pour le bien de la Géorgie. Mais ça, c'est une autre question. Comme il n'y avait pas de patriarcat en Russie au moment de l'annexion de la Géorgie, donc comme ils ont englobé le territoire dans l'Empire russe, et bien naturellement, ils ont supprimé l'autocéphalie de l'Église géorgienne, en l'englobant dans l'Église russe, en fait. Et puis, dès que la Géorgie a de nouveau été indépendante, dès 1917, la première chose qu'ils ont faite, c'est de restaurer l'autocéphalie de l'Église. Et actuellement, le patriarche actuel a une très forte influence dans le pays. Il y a deux, saint Homme, et sous son influence, l'Église est bien repartie. Les monastères recommencent à revivre. Tous les monastères désertés, comme Vardia, comme d'autres, des jeunes moines arrivent un peu partout. Oui, c'est dans mes souvenirs à David Gareja aussi. Il y a absolument, tout à fait. Des moines. C'est ça. J'étais il y a 10 ans. Donc. C'est ça, mais voilà. Dès les années 90, ça a commencé petit à petit. Et il y a eu aussi un gros travail d'évangélisation, de réévangélisation de la population après la période soviétique. C'est ça, absolument. Et puis même la Djari, je crois. C'est ça. Donc il y a des zones qui sont sous forte influence musulmane, notamment le sud-ouest. Et donc là, petit à petit, il y a une rechristianisation, mais assez lente. Ouais, et ça, je pense que c'est très important parce que c'est peu connu et souvent, dans les mentalités que c'est impossible qu'une terre qui est devenue musulmane, que l'Église n'arrive jamais à faire évoluer. Je pense qu'elle le fait, mais lentement, elle le fait à sa manière, c'est-à-dire par l'exemple, par les monastères, pas par le faire, voilà, c'est ça. Mais quand même, on a l'impression que, au vu des baptêmes, notamment en Algérie, dans le sud-ouest, ça porte ses fruits, en fait, petit à petit, puisque je crois que l'islam était majoritaire à l'indépendance de la Géorgie dans cette région, et que c'est en train aujourd'hui de décliner. Petit à petit, absolument. Ça, au rythme lent, mais donc profond. Et alors, bon, on n'est plus à l'époque de Tabar, mais que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que, si vous voulez bien nous en dire quelques mots, dans l'Église orthodoxe, puisque il y a une crise dans l'Église orthodoxe. Il y a une crise importante, si vous voulez qu'on en parle, avec cause de la situation ukrainienne, en fait. C'est ça, oui. Et donc, vous qui êtes orthodoxe, vous savez, les points de vue sont... Donc, il y a une scission actuellement dans le monde orthodoxe. J'espère qu'elle ne va pas durer.
Nous espérons tous qu'elle ne va pas durer, mais c'est une scission qui est actuellement très importante. Donc il y a deux clans, si vous voulez, qui se sont formés. Mais faut-il vraiment en parler ? C'est vraiment une histoire un peu pénible. C'est pas pour le but, c'est pas de se moquer ou d'attirer l'attention sur le sujet, mais c'est pour éclairer l'auditeur, puisqu'en fait les articles, en tout cas les presse spécialisées, on parle quand même beaucoup. Moi, je vois sur le site orthodoxie.com, je suis, et c'est très compliqué de s'y retrouver. On a un site orthodoxe qui est d'information qui s'appelle effectivement, comme vous avez dit, orthodoxie.com, où il y a tout ce qui s'est passé. Il y a tous les points de vue. Tous les points de vue, absolument, tout à fait. Et donc, si on lit bien tout attentivement, on devrait pouvoir se faire un point de vue en 2 mots. Enfin, c'est pas possible en 2 mots. On a le temps. En quelques mots, mais en quelques mots, l'Ukraine est un pays à la marge de la Russie. Il y a 2 problèmes qui s'interpénètrent. Il y a le problème de la position du patriarcat de Constantinople dans le monde orthodoxe. Quelle est sa place ? Pour schématiser, pour synthétiser, disons que le Constantinople se considère un peu comme le pape des orthodoxes, c'est-à-dire qu'ils se considèrent qu'ils ont une prééminence sur l'ensemble des églises orthodoxes. Et lui-même considère que sa prééminence est au-delà de l'honneur ? C'est ça, exactement. C'est ce qu'ils ont indiqué là récemment pour justifier ce qu'ils ont fait en Ukraine. Donc ça, c'est leur position. Et ils ont dit, comme on est un peu au-dessus des autres, on peut donc un peu faire ce qu'on veut. La position de l'Église russe, qui est soutenue par exemple par les Serbes, par d'autres ouvertement, et puis par Antioche aussi, j'ai vu. Et peut-être tacitement par d'autres qui se prennent moins la parole, c'est de se dire on est tous égaux, et donc il faut faire les choses ensemble ou pas. Voilà, donc là, cette position-là, cette différence-là, qui est une différence un peu fondamentale. On en avait parlé d'ailleurs dans notre émission précédente. Il y a eu un concile qui a été... Tout à fait, on avait fait une émission même entière là-dessus. Il y a eu un concile qui a été... Pan-orthodoxe qui a eu lieu en Crète il y a peu de temps. Et la question de la position de Constantinople avait été proposée à l'Assemblée. Et en fait, il n'y a pas pu y avoir de décision prise à ce moment-là. Et donc finalement la question restait un peu sous le boisseau. Donc il faudrait en fait... Et d'ailleurs ce concile était annoncé peut-être déjà un peu la crise actuelle, puisque certaines églises n'étaient pas venues. 4 églises sont pas venues. Antioche, la Serbie, la Russie. La Serbie est venue, mais en fait tout le monde n'a pas signé. La Géorgie, la Bulgarie, la Russie et Antioche ne sont pas venus. Oui, bien sûr. Et donc on appelle actuellement à ce qu'il y ait un nouveau concile du monde orthodoxe pour régler cette question de la position de Constantinople au sein des autres orthodoxes. Voilà. Donc ça, c'est le problème de fond. Et donc, sachant cela, Constantinople a fait ce qu'on appelle le fanar, en fait, c'est-à-dire le siège. Le siège de Constantinople a pris des positions en Ukraine que l'Église russe n'accepte pas, comme premièrement empiétant sur son territoire habituel, et deuxièmement en favorisant des gens qui avaient été défroqués par les Russes. Donc, si vous voulez... Et même par Constantinople, si j'ai bien Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a un prélat de l'Église orthodoxe qui a été défroqué par l'Église orthodoxe, ce qui a été accepté par toutes les autres églises, qui l'ont considéré comme défroqué. Et c'est cette personne-là que Constantinople est venu remettre un peu à la tête de l'église dissidente du Crète. Ce qui est très étonnant, notamment quand on lit les comptes rendus d'orthodoxie.com, c'est que c'est dans le un peu. C'est-à-dire que le prétendu patriarche de l'église autocéphale d'Ukraine n'a pas été élu patriarche de la nouvelle église qui est soi-disant unifiée, qui ne l'est pas, puisqu'en fait la division demeure, puisqu'ils ont élu un jeune métropolite à la place. Mais par contre, dans les citations du canon, je viens de voir, je crois hier ou avant-hier, je viens de voir que
que l'Église d'Ukraine, la nouvelle Église canonique, canonique ou non canonique d'Ukraine, demandait que soit cité en premier lui en tant que patriarche et que le métropolite en fait n'est que le chef titulaire, etc. Alors c'est très bizarre. On a bien sûr que c'est très bizarre. On a affaire à un homme, c'est ça. On a affaire à un homme qui est un peu mégalomane, je suppose, et qui n'a pas accepté d'avoir été défroqué par l'Église, et qui se remet comme ça, et qui probablement a manipulé Constantinople, je suppose. Alors en tout cas, vu de l'extérieur, moi-même, je ne suis pas orthodoxe, mais je trouve ça très attristant parce que ça donne... Bien entendu. C'est pour ça que j'ai pas très envie d'en parler. Oui, mais c'est une image c'est une division terrible. Et puis, c'est-à-dire que je pense que si Constantinople ne fait pas marche arrière, ça va être très grave, parce que la Russie ne cédera pas. Parce que c'est un principe de fond sur quelle est la position de Constantinople au sein des autres églises, en fait. Alors à ce sujet, d'ailleurs, l'Église géorgienne avait une réaction très pondérée et j'ai trouvé très, très intéressante. C'est ça. Oui, ils attendent de voir un peu là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la réaction géorgienne, c'est qu'il rappelle d'un côté les problèmes de l'Église russe avec ce lien un peu extrême entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et en disant que même c'est pas appréciable et pas acceptable puisque la Géorgie en souffre de l'interventionnisme russe, mais que ça ne justifie pas d'utiliser n'importe quel moyen pour contrer cette dérive. Oui, absolument. Bon, c'est des questions très difficiles. On verra comment ça va tourner. J'espère que ça va bien tourner. Et alors, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi cela a eu une incidence sur la métropole en France russe en frontière en France, puisque pratiquement concomitamment, Constantinople a supprimé l'exarcat des Russes en frontière. Alors, c'est pas les Russes. Le monde orthodoxe, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait à Paris, et donc en Europe occidentale, un archevêché qui avait été fondé par les Russes au moment de la Révolution. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Marc Andronikov, qui est écrivain, donc qui nous a parlé de son livre Tamar, roi et reine, et puis nous évoquons actuellement la situation de l'Église orthodoxe suite à l'affaire ukrainienne. Oui, ça on a un peu dévié, mais on peut dire que là, en fait, ça n'a pas de lien. Il se trouve que ça s'est fait en même temps, mais il n'y a pas de lien direct entre l'affaire ukrainienne et l'affaire parisienne. D'accord. Donc, après la révolution russe dans les années 20, il y a eu les Russes ont fondé un archevêché. Enfin, il y avait déjà des églises russes d'avant la révolution en France. Et puis les Russes émigrés, qui s'étaient réfugiés en France, ont fondé, disons, un archevêché d'églises russes qui n'a pas voulu rester sous la coupe de Moscou, qui à l'époque était tenue par les bolcheviks, et qui s'est mis sous la protection de Constantinople. Et donc ça a duré jusqu'à maintenant. Et là, c'est cet archevêché-là que Constantinople a décidé de démembrer en disant que vous n'êtes plus un archevêché indépendant comme vous considériez être. Et maintenant, vous devez rentrer dans les métropoles grecques du lieu où vous êtes, ce qui est une décision assez logique, mais qui ne plaît pas à l'archevêché. Oui, puisqu'on a vu que l'archevêque demande un rendez-vous au Fanard, donc avec le patriarche. Oui, mais tout ça, c'est un peu de la cuisine orthodoxe qui ne va pas être très intéressante à l'extérieur. C'est un peu malheureuse. Oui, et souvent revient la condamnation de la conception nationale. Le philétisme. L'ethnophilétisme. Ouais. Philétisme, et en fait, on a l'impression qu'au-delà de la condamnation de principe, l'Église orthodoxe s'enferre un peu Vous avez tout à fait raison. là-dedans. Tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et on voit la contradiction, excusez-moi, de Constantinople, qui avait condamné l'ethnophilétisme en tant qu'hérésie au XIXe siècle contre les Bulgares, et qu'il joue cette même ethnophilétisme en Ukraine contre la Russie. Donc en disant, il faut créer absolument une église nationale ukrainienne, ce qui va contre ce que Constantinople disait elle-même il y a peu de temps. Donc alors, on est en pleine contradiction. A contrario, là, moi j'étais en Égypte il y a un bon mois, et j'avais un rendez-vous au patriarcat Alexandrie, et c'est vrai que c'était plein d'espérance de rencontrer les évêques du patriarcat et de voir la vision vraiment apostolique et
évangélisatrice de l'Église orthodoxe d'Alexandrie en Afrique, et qui là n'est pas du tout frappée par ce genre de problème, puisqu'en fait vraiment ils envoient des prêtres, des évêques dans toute l'Afrique, et en fait c'est une seule Église avec qui le principe orthodoxe de la construction de l'Église, c'est un principe territorial en principe, c'est-à-dire que sur un territoire, il y a un évêque responsable, quelle que soit la nationalité des gens qui sont là. C'est ce qui devrait avoir partout. Donc, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de pays différents, des tribus différentes, donc c'est le même évêque ou patriarche d'Alexandrie. En fait, c'est le principe de l'Église depuis sa temps apostolique. Absolument, c'est le principe de territorialité qui est mis à mal, notamment en Europe occidentale. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, à Paris avec plein de contradictions. Je ne sais pas combien d'évêques, plein de contradictions. D'évêques orthodoxes. C'est tout à fait mal. Et d'ailleurs, au Proche-Orient, au Proche-Orient, pour le coup, c'est pas le problème chez les orthodoxes, puisqu'il y a généralement qu'un seul évêque orthodoxe antiochien, mais par contre, c'est un problème chez les catholiques, puisque à Alep, vous n'avez pas moins de 6 évêques catholiques, et c'est exactement Alors, vous savez qu'au Proche-Orient, qui vous est proche, il y a quand même un petit problème, parce que Antioche et le patriarche d'Antioche et Jérusalem se sont disputés, parce que sont excommuniés. Pourquoi ? Pour exactement la même raison qu'en Ukraine, c'est-à-dire que au Qatar, qui doit dépendre d'Antioche, le patriarcat de Jérusalem a ouvert une église, sans en référer au patriarcat d'Antioche. Donc du coup, ils se sont Je crains que derrière, il y a eu quelques histoires politiques de la part du Qatar qui, quand l'église a été ouverte, c'était au temps les plus chauds de la guerre syrienne, et le patriarcat d'Antioche est en siège à Damas, et le patriarche est syrien, et j'ai cru comprendre en discutant pas mal avec des amis prêtres ou évêques orthodoxes, qui étaient antiochiens, alors peut-être qu'ils avaient un point de vue juste, sûrement, parce que c'est la territoire. Voilà, mais il disait que en fait le Qatar voulait absolument pas qu'il y ait un prêtre qui dépende d'Antioche qui arrive au Qatar, puisque c'était vu comme l'ennemi absolu, et donc ils étaient allés chercher Jérusalem, mais Jérusalem a eu tort de se laisser faire. Et j'imagine qu'il y avait peut-être un intérêt économique là-dedans, et donc depuis l'Église d'Antioche est furieuse et dit parce que c'est vrai qu'historiquement l'Église de Jérusalem est en fait faite pour desservir la Terre Sainte. Absolument. Et Antioche a juridiction sur toute l'Asie, comme Alexandrie sur l'Afrique, comme Alexandrie sur toute l'Afrique. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce problème. Alors, je citais l'exemple d'Alep, mais on peut citer Bagdad, on pourrait citer Beyrouth. C'est vraiment un problème, et c'est presque encore pire, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont la même langue. Parce que encore à Paris, les églises orthodoxes, l'église serbe pris en serbe, l'église russe en russe. Mais si on va à Alep ou à Bagdad, ils prient tous en arabe. Et vous avez 6 ou 7 vicariats différents, tous catholiques, et qui sont censés avoir des rites différents, mais en fait, avec les modernisations des missels récents, ça devient de plus en plus difficile de voir les différents rites, et en fait plus personne ne sait vraiment à quoi ça correspond, et en fait c'est assez terrible, puisque vous avez des communautés qui sont très peu nombreuses et qui sont extrêmement fragmentées. Ils sont fragmentés. Et donc, quand les autorités, par exemple, de la ville d'Alep ou les autorités musulmanes veulent présenter leurs vœux aux chrétiens, ils ont 11 interlocuteurs, puisqu'ils ont 6 catholiques, un orthodoxe, 2 non-calcédoniens, donc ils s'appellent tous orthodoxes, mais en fait, c'est différent, et puis 2 protestants. Donc, on a quand même un vrai scandale contre l'unité, et sans parler des questions de calendrier ou par exemple, rien qu'à Alep, il y a 3 dates de Noël, entre le calendrier julien, le calendrier grégorien et les arméniens. Alors même que les musulmans, malgré toutes leurs divisions, ils arrivent à être d'accord sur le cas. Ils fêtent tous leur fête Ils ont un jour de décalage parfois, je crois. Voilà, un jour, mais nous, parfois, certains commencent le carême, quand d'autres le terminent presque. Quand d'autres sont déjà à Pâques. C'est ça.
C'est terrible. Alors, est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière volontiers sur votre livre? Est-ce qu'on pourrait évoquer un peu le cas de Constantinople et de la dynastie Comnène, parce que finalement il y a quand même de longs développements, et notamment au début, et c'est une période qu'on connaît assez peu, je crois. Oui, c'est une période qui est terrible pour l'Empire byzantin. Donc il y a l'Empire byzantin avait été terriblement fragilisé par la perte de l'Asie mineure à la bataille de Manzikert au Xe siècle. Et jusqu'à ce qu'arrive sur le trône Alexis Comnène, donc le fondateur de la dynastie Comnène, qui remet un peu d'ordre dans... Qui était un général, c'est ça? C'était un général, un grand soldat qui était marié à une fille de la dynastie régnante. Et qui remet de l'ordre dans le pays, et sous son règne, donc disons c'est probablement le dernier règne, la dernière dynastie où la Byzance a eu des feux glorieux. Donc Alexis Comnène, dont une des filles, la fille aînée Anne, a écrit tout un livre qui s'appelle l'Alexiade, explique le règne de son père. Donc Alexis Comnène père de la dynastie des Comnène, a plusieurs enfants qui poursuivent son œuvre essayer de redonner un peu de lustre à cet empire de Byzance qui quand même était assez chancelant. Et il réussit notamment de manière territoriale, puisqu'il remet de l'ordre dans les Balkans, notamment avec les Bulgares. C'est ça, oui. Il fait la guerre un peu partout, et puis il fait des réformes économiques, donc ça repart. L'économie repart, tout va, donc il est reconnu comme un stabilisateur de l'Empire, qui quand même est attaqué de toutes parts. Il est attaqué au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout. Jusqu'à ce qu'arrive Manuel Comnène, qui est encore un grand monarque qui cherche de l'aide un peu à droite à gauche pour aider l'Empire qui est attaqué quand même de partout. Jusqu'à ce qu'arrive Andronic Comnène, donc le père de la narratrice du roman. Avec qui commence le roman. Qui arrive sur le trône après une vie d'aventures absolument incroyables, qui sont relatées par Michel de Saint-Pierre dans un livre qui s'appelle Andronic, ou les aventures d'un empereur d'Orient. Donc on voit que c'est un personnage haut en couleur. Il arrive sur le trône déjà âgé, après avoir été prisonnier, après avoir été fugitif. Il s'était d'ailleurs réfugié pendant 10 ans à la cour du père de Tamar, Georges, et donc c'est pour ça qu'il y avait des liens forts entre les enfants d'Andronic et Tamar, puisqu'ils ont été élevés à la même cour lorsque Andronic était réfugié là-bas. Donc, après avoir été réfugié, prisonnier, etc., il arrive enfin au pouvoir, et d'une main de fer, il remet de l'ordre un peu partout. En 3e noces, il se marie avec Agnès de France, qui était une toute jeune fille. C'est elle qui l'avait enlevé à un roi de Jérusalem? Non, il a enlevé Théodora, qui était la mère d'Irène, la narratrice du roman, qui était son grand amour. Il avait été marié une première fois, mais il avait un grand amour qui était Théodora, qui était mariée au roi Baudouin III, je crois, de Jérusalem, roi de Jérusalem. Elle avait 15-16 ans. Et il l'enlève à Jérusalem, sous la barbe de son mari, et il part avec elle, dans les réfugiés dans le Caucase, et donc il a des enfants avec elle, Irène et Alexis, qui sont les protagonistes du roman. Et ensuite, à la mort de Théodora, qui était le grand amour de sa vie, il se marie donc une 3e fois avec Agnès de France, qui était la sœur de Philippe Auguste, qui était une toute jeune fille et qui restera... il y a eu un roman d'ailleurs écrit sur elle par une historienne française, et qui restera toujours ensuite à Constantinople. Donc cet Andronic Comnène, d'une main de fer, essaie de remettre de l'ordre dans le pays. Et comme il commence à faire un peu le ménage à droite à gauche, eh bien il est renversé par un de ses parents, Isaac Angelos. Il est torturé, c'est affreux. Donc sa famille doit fuir. Soit ils sont tués, soit ils doivent fuir. Et donc là, en fait, en gros, c'est la fin de l'Empire byzantin pour longtemps, jusqu'à la Restauration, après la prise des croisés, en fait.
Et donc les anges ont 3 empereurs, mais qui sont tous incapables en fait. Complètement incapables. Donc Isaac Ange était un hydropique affreux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un hydropique, ça fait, il avait des grosses jambes, vous savez, il avait du mal à marcher, il avait des sortes d'énormes édèmes, un velléitaire affreux. Donc il arrive à prendre le pouvoir par une révolution de palais. Il se fait déposer par son... Il a un fils qui s'appelle Alexis, et il a un frère qui s'appelle Alexis Ange. Donc c'est un peu difficile. C'est pour ça que dans le roman, je ne parle pas des prénoms, parce que sinon dans les Alexis, on se perd un peu. Ils ont tous le prénom de leur illustre aïeul, Alexis Comnène. Donc c'est Isaac Ange a un frère Alexis et un fils Alexis. Le frère d'Isaac Ange, Alexis, le dépose, lui fait crever les yeux et le met dans un cachot. Oui, parce que alors c'était le moyen quand on déposait quelqu'un, on lui crevait les yeux. Qu'il ne règne, c'était lui crever les yeux. Crever les yeux, on châterait aussi les enfants, enfin voilà. Donc il est mis dans un cachot avec les yeux crevés, pendant que son frère Alexis Ange règne mal. Et donc il y a encore plein, donc tout s'effondre à Constantinople. Et donc le fils d'Isaac, qui s'appelle aussi Alexis, va chercher de l'aide auprès des Vénitiens, et qui est en fait un peu la cause de ce que la 4e croisade va dévier, qui devait partir vers ils avaient juré tous, les barons francs, de délivrer Jérusalem. Et en fait, le doge Dandolo, qui était le doge de Venise, qui était aveugle lui-même d'ailleurs, avait décidé de s'emparer l'idée de sa vie, c'était de s'emparer de Constantinople. Et donc ça a été favorisé par les divisions familiales. Absolument. Donc non seulement ça a été favorisé, l'empire était complètement chancelant, morcelant, complètement décadent, et en plus, Alexis Ange, le fils d'Isaac Ange, va chercher de l'aide auprès des Vénitiens en leur proposant de l'argent pour l'aider à renverser son oncle. Et donc il s'empare de cette idée, et bien sûr, et donc ils font le siège de Constantinople pendant plusieurs mois, sans le faire, en le faisant. Donc ils prennent d'abord donc ils remettent sur le trône Alexis et son père Isaac, ils sortent du cachot, et ensuite les croisés tiennent... Qui étaient aveugles en plus. Qui étaient aveugles, bien sûr, 2 incapables, et ils tiennent toute le bord asiatique de Constantinople, et attendent que la ville tombe. Il y a plusieurs assauts contre la ville, et finalement, en avril 1204, ils parviennent à prendre d'assaut la ville, qui est déjà... Bon, il n'y avait pas beaucoup de force à l'intérieur, disons de force spirituelle à l'intérieur, et donc ils pillent complètement la ville, et ça marque vraiment cette prise de Constantinople par les croisés. Tous les historiens sont d'accord, ça marque vraiment la rupture entre l'Orient et l'Occident définitive. Et ensuite, comment est-ce que Constantinople va se relever, Après, donc il y a un empereur qui va rester encore 2 siècles. Est-ce que c'est... Alors, il y a un empereur latin de Constantinople, donc il y a un empire latin de Byzance qui se crée avec le Baudouin de Flandre, qui est le premier empereur latin de Constantinople, mais la résistance va se faire au pourtour. Donc on a parlé notamment à Trébizonde. On a parlé de Trébizonde, mais qui n'a jamais interféré ensuite avec Byzance, il n'a jamais essayé de reprendre le pouvoir. Donc les Comnènes de Trébizonde sont toujours restés à Trébizonde et n'ont jamais interférer ensuite avec les affaires de Constantinople. Par contre, il y a plusieurs généraux qui ont organisé des résistances, donc notamment Lascaris à Nicée, qui ont fondé un petit empire opposé à l'empire latin de Constantinople à Nicée. Et puis il y en a eu un autre aussi, un peu dans le Péloponnèse et dans les Balkans. Et finalement, au bout de 60 ans, ils ont attendu 60 ans pour reprendre Constantinople aux latins et remettre... Donc là, il y a, avec la dynastie des Paléologues, remettre un empereur donc byzantin grec sur le trône à Byzance, jusqu'à la prise par les Turcs au XVe siècle. Mais là, c'était déjà plus qu'un petit... Voilà, ça se rétrécissait petit à petit. Oui. Donc il y avait Trébizonde qui était déjà détaché, donc il restait dans son coin, et puis Constantinople qui petit à petit se rétrécissait jusqu'à ne redevenir finalement qu'une ville, en fait. C'est un empire qui s'est concentré dans une ville à la toute fin. Et comment est-ce que est perçu par les autres parts de l'orthodoxie à cette époque le fait que le siège de l'Église, qui je crois se proclamait la seconde Rome, était occupé, puis réduit, etc., n'avait plus ce rayonnement. Alors, il faut que je vous reprenne un petit peu. C'est vrai que Constantinople, c'était la deuxième Rome.
disons, politique. Du point de vue spirituel, on en revient à la discussion sur la place de Constantinople dans l'Église orthodoxe. Les Églises orthodoxes, normalement, se considèrent toutes égales. C'est-à-dire qu'il y a voilà, donc la prééminence de Constantinople est une prééminence liée à l'Empire. Et bien entendu, tout le monde orthodoxe a très mal vécu cette chute et a très mal vécu l'union qui sera faite plus tard, l'union de Florence, lorsque les dernières 1450. Voilà, les dernières heures, disons, de l'Empire, qui était vraiment assiégé par les Turcs, quand les Byzantins ont cherché l'aide des Latins en faisant une union spirituelle, l'union de Florence. Est-ce que les Géorgiens étaient présents ? Alors oui, et ils n'ont pas signé cette union. Et c'est à partir de cette union que Moscou s'est déclaré troisième Rome en tant que représentant de l'orthodoxie. Alors que Moscou avait signé. Oui, non. Enfin, Moscou était dépendante de Constantinople à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'elle se détache de Constantinople en se considérant troisième Rome, en opposition à cette union de Florence avec les Latins. Voilà, donc ça a été mal vécu, bien sûr, par tout le monde orthodoxe. Donc la faiblesse politique de Constantinople a eu aussi des incidences finalement religieuses. Oui, tout à fait. Par le sentiment accordiste. C'est ça. Vous savez, à la fin, à la fin des dernières heures, les dernières années, les dernières heures, quand on parlait de l'union avec les Latins, la population de Constantinople disait plutôt le turban turc que la mitre romaine. Et donc c'était un peu un sentiment partagé, probablement depuis la prise de Constantinople par les croisés, en fait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et ensuite, est-ce que le fait que le siège de Constantinople soit sous le joug turc, en fait, et ottoman, est-ce que ça a eu aussi une incidence sur puisqu'en fait, on imagine que le patriarche et l'Église étaient moins libres de ces mouvements. Absolument, ils étaient complètement... c'était un carcan terrible qui persiste. Bien entendu, donc ils ont perdu leurs écoles de théologie, c'était vraiment très difficile. C'était une survie, en fait. C'était mode survie. Parce qu'encore aujourd'hui, je crois que les vexations sont assez terribles de la part du gouvernement turc, ne serait-ce que pour l'administration de l'Église. Alors je crois qu'il faut être turc pour pas... Il faut être turc, il faut être de nationalité turque pour pouvoir être évêque de Constantinople, en fait. Donc ça réduit beaucoup les possibilités. Donc c'est terrible. Et donc, est-ce que dans la crise actuelle, vous ne pensez pas qu'il y a aussi des ingérences politiques turco-américaines qui ont poussé... En tout cas, pour ce qui est de l'Ukraine, c'est évident. Les Américains l'ont dit ouvertement qu'ils avaient soutenu tout ce qu'avait fait le patriarche Bartholomé et Constantinople en Ukraine. Donc c'est un soutien direct, avoué et ouvert de l'Amérique. Voilà. Au moins ça c'est sûr. Ils l'ont dit. Avec le président... la concile qui était présidée par le président de la République ukrainienne. C'est ça, tout à fait. C'était vraiment étonnant de voir les photos. Alors, est-ce que, avant de terminer l'émission, vous pourriez nous dire un mot d'une exposition qui aura lieu au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe? Oui, alors, en dehors de ça, nous avons organisé... une exposition qui ouvre le 1er février au Centre culturel et orthodoxe russe du Quai Branly. Un Quai Branly, vous savez, il y a une église qui s'est construite, une cathédrale qui s'est construite qui a été ouverte en 2016, consacrée en 2016 par le patriarche Kirill. Et donc il y a un petit centre culturel qui rayonne pas mal à cet endroit-là. Et donc j'organise une exposition d'un peintre russe émigré qui est mort maintenant il y a 20 ans, 25 ans, en 1985. Un peintre très peu connu et qui est tout à fait merveilleux et dont on a retrouvé un fond dans une des paroisses orthodoxes d'ailleurs de Paris. Il y a tout un fond de ces peintures et de ces icônes, de ces dessins. Et donc c'est ce fond que nous exposons dans ce centre culturel à partir du 1er février, du 1er au 24 février.
tous les jours de 14h à 19h, sauf le lundi. Et vous pourrez découvrir donc ce peintre merveilleux qui a peint non seulement des icônes, mais qui a illustré beaucoup d'œuvres profanes, Shakespeare, la littérature même du monde entier, persane, chinoise, japonaise. Voilà, donc il est multifacette. Donc c'est du 1er au 24 février, de 14h à 19h, donc tous les jours sauf le lundi, au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe du Quai Branly. Ouais, normalement, entrée libre. Et il y a plusieurs conférences qui sont programmées. Alors, tout le 15 février, c'est ça ? Tout le 15 février, le soir, c'est une nocturne. C'est vous aussi qui avez fait le programme Oui, bien sûr. Donc, le 15 février, il y a une nocturne avec des experts qu'on invite à parler à partir de 19h. Donc, les migrations russes blanches dans les Balkans après la révolution russe. C'est toute une histoire qui est peu connue, peu documentée, qui a été très importante parce qu'il y a eu énormément de Russes qui sont partis dans les Balkans dans les années 1920. La deuxième conférence, ça sera sur la diffusion de l'art en général par les vieux croyants. Donc les vieux croyants russes ont eu une influence très importante sur la diffusion de l'art en général et particulièrement de l'art russe. Par exemple, toutes les grandes collections russes, Shchukin, Morozov, Il faut dire en deux mots ce que c'est que les vieux croyants, parce que je pense que certains auditeurs ne savent pas de quoi il s'agit. Les vieux croyants, c'est un premier schisme de l'église orthodoxe russe, le seul d'ailleurs qu'il y a eu dans l'église orthodoxe russe, qui s'est passé au XVIIe siècle. À l'époque de Pierre le Grand ? Ah non, avant, bien avant le XVIIe siècle, avant Pierre le Grand, du temps de son père, Alexis, qui a divisé l'église russe en fait entre des gens qui tenaient la tradition ancienne médiévale et ceux qui voulaient se rapprocher des Grecs déjà, à cause de l'Ukraine déjà d'ailleurs, qui ont modernisé en se rapprochant de la tradition grecque, les livres liturgiques et les façons de faire. Donc là, il y a une partie qui n'a pas accepté ça, qui a d'ailleurs été assez fortement persécutée par l'Église officielle, mais qui a eu une importance très importante ensuite au XIXe siècle et au XXe siècle, et notamment la grande collection Shchukin, Morozov, qui avait par exemple été exposée au centre Louis Vuitton à Paris il y a 2 ans, qui a eu beaucoup de succès. Ce sont des vieux croyants. Donc les grandes galeries de peinture de Moscou, la galerie Tretsekov, tout ça, c'est des vieux croyants. Et donc, c'est intéressant d'expliquer donc, c'est des gens qui sont très traditionnels, mais aussi très modernes. C'est pour ça que c'est entre tradition et modernité. Et la troisième conférence, ça sera la réception des peintres émigrés russes par le marché de l'art, en fait, par un expert du marché de l'art en France. D'accord. Et est-ce qu'il y a je dévie un peu, mais est-ce qu'il y a une école spécifique d'iconographie géorgienne ? Alors oui. Je ne sais pas s'il y a des enseignants à Paris d'iconographie géorgienne. Bon, l'iconographie est canonique, c'est-à-dire que normalement, toute l'Église orthodoxe se reconnaît dans les mêmes icônes, sur la même façon de faire. Bon, il y a des styles un peu particuliers, donc le style géorgien se reconnaît aussi, le style du Balkan se reconnaît très bien aussi, le style grec se reconnaît, le style russe et le style géorgien se reconnaît aussi. Et quand on va en Géorgie, on voit par exemple des bleus absolument magnifiques qui sont très particuliers à la Géorgie. Et quelles sont hormis le bleu, quelles sont les caractéristiques ? Je peux pas vous l'expliquer, c'est vraiment des histoires de style à la vue, mais le canon est le même. La façon de faire doit être la même. Et actuellement en Géorgie, il y a toujours une école d'iconographie très active qui perpétue l'enseignement. Bien sûr, bien sûr.